Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question qui revient souvent, hein. Les anciens Égyptiens, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient noirs? On va regarder ça à travers plusieurs angles. Génétique, texte, langue, archéologie. Oui, c'est une question vraiment complexe. Alors commençons peut-être par la génétique. C'est souvent vu comme une preuve assez directe. Exactement. Qu'est-ce que les analyses ADN nous disent? Eh bien, il y a eu des études, notamment une assez connue, celle de Johannes Krause. Elle portait sur des momies d'un site précis, Abou Sir el-Melek, sur une période allant de 1400 avant Jésus-Christ à 400 après. D'accord, et les résultats? Alors, ces résultats montrent une parenté génétique plus forte avec les populations anciennes du Proche-Orient, l'Anatolie, le Levant, qu'avec les populations d'Afrique subsaharienne de cette même époque. Ah ouais, c'est intéressant. Donc plutôt Proche-Orient. Pour ce groupe-là, oui. Et l'étude montre aussi que l'ascendance subsaharienne, elle augmente, mais bien plus tard en fait chez les Égyptiens d'aujourd'hui. Mais attention, un seul site, Abou Sir el-Melek, est-ce que c'est vraiment représentatif de toute l'Égypte sur des millénaires? Et puis, est-ce que l'ADN définit tout? L'apparence, l'identité? Ben voilà, c'est exactement le point crucial. L'ADN, ça ne dit pas tout. Et Abou Sir el-Melek, c'est en Moyenne-Égypte, Kid, de la Haute-Égypte, plus au sud, plus proche de la Nubie. Bonne question. Et puis, il y a cette stabilité génétique pendant la période étudiée par Krauss qui contraste avec des mélanges plus tardifs. Ça montre que la population évoluait, quoi. Donc, on ne peut pas juste prendre ce résultat brut. Il faut absolument le croiser avec d'autres sources. Justement, allons voir du côté des textes anciens et de la langue. Là, les débats sont souvent passionnés, n'est-ce pas? Ah oui, complètement. D'un côté, on a des auteurs grecs, comme Hérodote, qui décrivent les Égyptiens comme ayant la peau noire et les cheveux crépus. Des descriptions assez directes quand même. Oui, mais dont l'interprétation est débattue. Et puis, il y a le fameux argument de Cheikh Anta Diop. Il souligne que les Égyptiens se désignaient eux-mêmes par le terme Khmet. Kemet. Khmet, ça veut dire noir, c'est ça? Exactement. Khmet veut dire noir, et Diop l'interprète comme les Noirs ou le pays des Noirs. Il va même plus loin en postulant un lien linguistique direct entre l'égyptien ancien et des langues d'Afrique de l'Ouest, comme le Wolof. D'accord. Mais cette interprétation de Khmet, elle fait consensus? Pas vraiment, non. C'est même très débattu. La plupart des égyptologues pensent que Kémet signifie la terre noire, vous savez, le limon fertile du Nil, par opposition au désert rouge, déchiré. C'est plus géographique que racial pour eux. Je vois la terre fertile contre le désert aride. Voilà. Et pour les linguistiques, la classification majoritaire, elle, place l'égyptien ancien dans la famille afro-asiatique. C'est une grande famille qui inclut aussi les langues sémitiques, berbères, mais pas le Wolof, qui est nigéro-congolais. Donc ce lien direct proposé par Diop, il est difficile à tenir, pour la majorité des spécialistes. On voit bien la complexité. Chaque mot, chaque description peut être interprété différemment. Et l'archéologie alors? L'art égyptien, si riche, si célèbre? L'archéologie et l'art ajoutent encore une couche de complexité, en fait. L'art égyptien utilise un code couleur très symbolique. Ils sont souvent représentés avec une peau rouge ocre, d'airaite, pour les hommes, et plus claire pour les femmes. C'est une convention. Diop, lui, interprète les traits de certaines statues de pharaons, comme Narmer ou Djoser, comme étant négroïdes. Et les liens avec la Nubie au sud, l'archéologie nous dit quoi? Elle montre des liens très forts et très anciens. Des poteries similaires au début, comme la Black-Topped Ware, des pratiques funéraires communes. Il y a eu des échanges intenses, c'est certain. Mais comment interpréter tout ça? Le noir d'Osiris, ce n'est pas une preuve de race, si je comprends bien. Non, absolument pas. C'est symbolique, lié à sa fonction divine. Et interpréter des traits sur des statues très stylisées, c'est toujours délicat, subjectif. Quant aux liens avec la Nubie, ils sont indéniables. On a même eu la 25e dynastie de pharaons d'origine couchite, nubienne. Les fameux pharaons noirs. Exactement. Mais l'archéologie montre aussi que la Nubie avait sa propre culture, sa langue, son écriture plus tard. C'était une interaction complexe, une influence mutuelle, pas une simple assimilation ou une origine unique pour l'Égypte. Plutôt une sorte d'intrication culturelle. Bon, alors, si on résume, la génétique pointe vers le Proche-Orient pour un site et une période, mais avec des limites. Les textes sont ambigus, l'interprétation de Khmet est débattue, la linguistique majoritaire distingue l'égyptien des langues ouest-africaines, et l'art est symbolique, tandis que l'archéologie montre des liens forts avec la Nubie, mais aussi une identité égyptienne propre. C'est compliqué. C'est exactement ça.
Et peut-être que la leçon principale, finalement, ce n'est pas tant de répondre par oui ou par non à la question était-il noir, mais de réaliser à quel point nos catégories raciales d'aujourd'hui sont difficiles à appliquer, voire anachroniques, pour des civilisations anciennes. C'est une question très moderne en fait, qu'on plaque sur le passé. Voilà. L'identité des anciens Égyptiens était sans doute bien plus complexe, plurielle, liée à leur culture, leur territoire, leur langue, bien plus qu'à notre obsession moderne pour la couleur de peau. Cette question nous renvoie beaucoup à nous-mêmes, à notre besoin de classer. L'histoire est faite de nuances, pas de réponses simples. Une excellente conclusion. Merci pour cet éclairage très nuancé. Si vous voulez continuer à explorer avec nous ces questions historiques complexes et dépasser les idées reçues, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner.